Bonjour Valérie Bonjour et, Anne, et merci d'avoir bien voulu accepter mon invitation et avec plaisir. qu'on puisse faire cette interview ensemble. Alors, je vais te demander de te présenter brièvement pour commencer. Oui, donc je m'appelle Valérie Godin, je suis entrepreneuse maintenant depuis 7 ans euh, et je suis maman d'une jeune fille de 14 ans et j'habite à Bruxelles. Très bien, très bien. Et donc, avant de devenir entrepreneur, tu as été salarié pendant pas mal d'années. Est-ce que tu pourrais nous Oui, résumer brièvement le début de ta carrière? eh bien, en fait, j'ai travaillé pendant 17 ans dans des fonctions managériales en marketing. Dans différents types d'organisations et différents types de secteurs d'activité, ce qui était vraiment chouette parce que ça m'a permis de pouvoir me rendre compte de la réalité des entreprises, qu'elles soient start-up ou qu'elles soient des groupes multinationaux, et donc de pouvoir naviguer dans ces écosystèmes qui sont vraiment différents les uns des autres. Et puis, j'ai travaillé donc en responsable d'équipe les dernières années, ce que j'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, ça c'est en rapide ce que j'ai fait pendant 17 ans. Voilà, en rapide. Et donc, il y a 7 ans, tu fais une transition vers l'entrepreneuriat. Quel a été le déclencheur? Oui. Comment ça s'est passé? Ah ben en fait, donc dans cette dernière fonction, j'avais énormément de pression et en même temps, arrivant vers l'âge de 43, 44 ans, je sentais le besoin en fait de vouloir réaliser des choses que je ne pouvais pas faire au sein d'une grande entreprise. J'avais besoin de plus d'autonomie, plus de liberté. Et quelque part, j'étais en inadéquation par rapport à mes valeurs et ça a déclenché en fait un burn-out. Donc, j'ai fait un burn-out à ce moment-là et ça a été le plus beau cadeau que la vie m'ait offert, même si ça peut paraître paradoxal, c'est que ça m'a obligée de mettre une pause en fait et de vraiment avoir l'effort de travailler sur moi-même par rapport à mes propres besoins, mes envies et de trouver un alignement qui me plaisait. Et eh bien, il y avait cette volonté d'entrepreneur qui a toujours été là, parce que même dans les organisations où j'ai travaillé, j'ai chaque fois développé des petites équipes où finalement je pouvais m'assurer un maximum d'autonomie et de liberté et de créativité. Et là, voilà, je voulais devenir maître de mon destin et je me suis lancée comme entrepreneuse à ce moment-là. Donc, ça a été, avec le recul, une opportunité. Oui, bah, je souhaite à Ouais. personne de devoir passer par Non. là, c'est pas nécessaire, je crois, même si malheureusement on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de femmes qui se retrouvent à cet âge-là dans ce genre de Oui, problématiques. effectivement. Euh, et je crois que voilà, c'est aussi le reflet finalement euh, d'un parcours, même si j'ai appris énormément de choses, j'ai vu beaucoup de gens, j'ai beaucoup eu de plaisir dans ces différentes fonctions-là. Je crois qu'à un moment donné, il y a des choses qui se réveillent en nous. Et voilà, après, c'est est-ce qu'on a les moyens de ses ambitions et est-ce qu'on peut y arriver? Euh, mais là, j'avais vraiment envie de me lancer Oui. et la vie était plus forte que tout. Et donc, je me suis dit, ben, ce sera une expérience en plus, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'erreur dans un chemin d'entrepreneur, si ce n'est de commencer à faire les premiers petits pas et de voir ce qui se passe, quoi. Oui, oui. Et d'ailleurs, tu as une longue histoire avec l'entrepreneuriat parce que je crois que tes parents étaient entrepreneurs. Et aussi, bah, se lancer en tant qu'entrepreneur, c'est pas une décision qu'on prend. Enfin, finalement, c'est une décision qui influe sur tes proches, ton entourage. Voilà. Comment est-ce que s'est passée cette transition pour toi? Comment tu as embarqué ta famille? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Tout à fait. Ben, écoute, en fait, même si je crois que j'ai des ambitions, j'ai toujours été très prudente, en fait, dans ma manière de fonctionner. Mm. Et donc, c'est vrai que quitter 17 ans de salarié pour se lancer comme entrepreneur, il y a toujours cette crainte, finalement, de ne pas avoir assez financièrement. Et ça peut être vraiment un des gros Oui, blocages au départ. Et donc, j'ai commencé par me renseigner en me disant, si je change de statut professionnel, qu'est-ce que ça engage en fait? Et là, il y a énormément de choses qui ont été faites pour pouvoir aider les entrepreneurs à se lancer.
dans des couveuses, dans des centres qui peuvent aider, etc. Moi, j'ai commencé dans un centre de coworking en me disant, ben voilà, je vais me donner X mois pour tester mes idées et à moindre frais, voir si quelque part, eh bien, je peux me lancer dans ce projet. Et donc, c'est vrai que la peur de la faillite, moi, c'était un de mes freins, une de mes croyances liées à l'entrepreneuriat parce que mon père avait fait faillite plusieurs fois. Et donc, j'ai connu ça. Et donc, je ne voulais pas tomber dans ce schéma-là et certainement pas engager ma famille avec Mm. moi. On est discuté avec mon mari qui est salarié. Et donc, voilà, on s'est dit pendant un temps, on va faire un effort, on va mettre de côté certaines choses qu'on avait l'habitude de faire. Et ben, je vais me donner l'opportunité de pouvoir me lancer, mais avec son appui. Et donc, ben, ça m'a permis de minimiser les risques petit à petit, Ouais. de tester, de voir, et puis voilà, de pouvoir me lancer. Mais c'est vrai que de toute façon, quel que soit le projet qu'on met en route, rares sont les entrepreneurs qui peuvent vraiment vivre de leur métier avant 2 3 ans. Il faut toujours se laisser une opportunité pour se lancer et ça prend du temps. Mais voilà, je suis ravie de l'avoir fait puisque ça a vraiment bien marché, quoi. Oui, super. Et est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur ton activité, enfin sur l'entreprise que tu as créée il y a 7 ans? Oui, en fait, comme je voulais bah, démarrer dans la formation parce que j'avais déjà donné des formations en interne dans les boîtes où je travaillais, j'ai donné des conférences depuis que j'ai 25 ans, j'aime aider les gens et je voulais aider les gens à grandir et à mieux se sentir dans leurs fonctions dans les entreprises. Et donc, j'ai d'abord rejoint une boîte de formation pour tester un petit peu et voir si ça me plaisait. Et puis, bah, finalement, je me suis rendu compte que je devais faire les contenus de formation moi-même, rechercher les clients moi-même et qu'on prenait une grosse commission. Donc, je me suis dit, maintenant, c'est fini, je vais me lancer toute seule, je suis prête. Et donc, j'ai laissé tomber cette société en me lançant dans mon activité. Et en fait, j'ai trouvé mon associé dans cette société. Comme quoi, une rencontre qui n'était pas prévue. Et on s'est retrouvé avec énormément de complémentarité. Et on a décidé de lancer la société de formation Wasabi, dans laquelle, en fait, on avait un projet commun qui était de travailler à partir de l'intelligence collective des équipes et de faire en sorte que nous ne soyons pas uniquement euh, les personnes qui apportent le message, mais bien que chacun puisse contribuer finalement presque à sa propre formation avec des prises de conscience collectives, des recherches de solutions collectives, de la co-création. Et donc, on a été un peu pionnier là-dedans, en fait, il y a 7 ans en Belgique, parce qu'on en parlait très peu. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de relativement courant. Mais donc, c'est chouette parce qu'on avait vu juste et je crois que c'est ce dont on a besoin. Et aujourd'hui, avec ce qu'on vit, on voit que c'est ça qui nous manque le plus. Et donc, quelque part, au travers de cette pandémie, c'est encore une preuve de plus qu'on a besoin de pouvoir se retrouver et travailler ensemble et co-créer ensemble, quoi. Oui, oui, tout à fait. Je vois que mes voisins font des travaux, j'espère que ça ne s'entend pas trop. Non, ça va. Non, ça va, ok. Et donc, oui, tu dis que tu t'es associée dès le début et que donc ça fonctionne bien. Je crois que vous êtes toujours associés aujourd'hui. Quels sont selon toi justement, qu'est-ce qui Oui. a fait que ça fonctionne aussi bien entre vous? Comme je t'ai dit, moi, j'aime bien minimiser les risques. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a une formule qui existe où on peut travailler ensemble sans mettre de l'argent ensemble? L'expérience que j'avais entendue de pas mal de gens, c'est que dans les teams, dans les duos, parfois c'est l'argent qui pose problème. Et donc, si on peut enlever ce facteur-là au départ et voir après si on a envie de mettre de l'argent ensemble, ben, ça s'offrir plus de liberté et moins de contraintes. Et donc, on a développé en fait une marque ensemble qu'on partage, mais chacun a son propre capital et quelque part sa Hmm. propre société. Donc, on fonctionne un peu comme un cabinet d'avocats où on partage une marque, mais chacun est indépendant autour de cette marque. Et ça nous a permis de nous laisser cette liberté de pouvoir se dire, eh bien voilà, on met ce qu'on a envie pour les missions qu'on a envie, mais chacun voilà, gère ses finances comme il le souhaite. Et ça, en tout cas, moi, ça me laisse cette liberté de pouvoir me dire, voilà, on a cette société ensemble. Maintenant, si aussi j'ai d'autres missions qui se greffent dans le cadre de mon expertise, je suis libre de le faire et pour mon associé aussi. Donc, on ne sait pas uniquement, on s'est juré fidélité, mais on se permet aussi d'avoir
des missions adjacentes pour, voilà, pouvoir nous faire plaisir aussi dans d'autres cas de figure s'ils se présentent et pas être uniquement coincé dans notre mission première et qui n'est pas unique parce que je pense que être entrepreneur, c'est aussi être flexible et se dire, ben voilà, s'il y a des choses qui se présentent, comment est-ce que je peux éventuellement grandir dans mon métier, élargir ma palette, faire d'autres tentatives, Oui, apprendre des choses. Et je crois qu'on doit pouvoir se laisser cette marge-là aussi quand on travaille avec quelqu'un, quoi. oui, tout à fait. Et donc, comment est-ce que vous avez une certaine façon de vous répartir les rôles, par exemple, quand vous créez ou vous donnez une formation? Eh ben, en fait, on a appris à se connaître évidemment avec le temps et à voir les forces et les faiblesses de chacun. Et c'est ça qui fait que le duo fonctionne. C'est que, voilà, moi j'ai une approche extrêmement pragmatique des choses. Et Didier, mon associé, lui, a cette force d'être un grand chercheur. Et donc, quelque part, on réfléchit à des besoins du marché ensemble, des thématiques qui nous plaisent, parce que si ça ne nous plaît pas, on ne sait pas en parler, on ne sait pas Mm. l'étudier. Et puis, on fait beaucoup de recherches, en fait. Et donc, on partage cette tâche-là. Mais je sais que lui est plus fort que moi encore là-dedans. Et donc, voilà, on va amener tout ça. Et puis, moi, je vais traduire tout ça pour l'amener de plus en plus concret et activable dans les équipes. Et c'est cette force des deux cerveaux, j'ai envie de dire, qui travaillent différemment, qui fait qu'on arrive à avoir, je crois, des propositions qui sont intéressantes, avec toujours un contenu qui est neuf Mm. et qui est dans du pratico-pratique, parce que je crois que la formation, c'est rendre les choses activables à court terme et d'impliquer les gens pour que quelque part ça reste. Autrement, on sait bien qu'un message passe, mais n'est pas nécessairement ancré, quoi. Et donc, c'est là-dessus qu'on insiste quand on travaille. Ok. Alors, une question qui préoccupe souvent des entrepreneurs qui se lancent, c'est comment est-ce que je vais trouver mes premiers clients? Ah oui. Alors, dans ton cas, comment ça s'est passé? Comment as-tu fait? Ah, ce qui est très chouette, c'est que je crois qu'il n'y a pas un schéma qui marche. Il y a une partie qui est liée à quelque chose que j'ai appris quand j'étais dans des fonctions un peu plus commerciales, marketing commercial en entreprise, c'est d'avoir aucun préjugé. Et donc, c'est de partir en fait d'une feuille blanche en définissant une cible, en identifiant des personnes de contact et quelque part en allant à l'audace et en ne vendant rien, en proposant des solutions et des services et en se mettant dans ce mindset-là. Alors après, il y a des techniques, passer le barrage téléphonique, des choses comme ça, évidemment, ça, c'est pas Oui, évident et ça s'apprend. Mais j'ai levé toute une série de clients à l'audace comme ça. Et c'est encore des clients avec lesquels je travaille aujourd'hui. La grosse partie de mes clients est liée au réseau d'affaires que j'ai réussi à constituer au travers de mes années de salarié. Donc là, ce sont des gens qui m'ont connu avec une casquette et qui maintenant me connaissent au travers d'un autre métier, mais qui probablement, voilà, on avait déjà un bon relationnel, on savait ce sur quoi on pouvait compter l'un sur l'autre, et donc ça facilite évidemment la première porte. Mais ça oui. ne veut pas dire qu'ils disent tous oui, hein. Donc, voilà, il ne faut pas non plus partir en se disant, ah, j'ai un LinkedIn chargé de 1500 personnes et d'office, il y a 10% qui va dire oui. Non, ça n'est absolument pas vrai. Ouais, Et ouais, parfois, c'est des via-via qui aussi font leur effet, quoi. ouais. Donc, pas hésiter à activer son réseau, mais voilà, être solide dans l'argumentaire autour de ses services. C'est ça. Absolument. Et être audacieux et se dire qu'il n'y a pas de Mm. préjugés. Voilà. Mm. Ouais. Pas partir du fait, on me dira d'office non. Ils sont sans les appeler, donc ils ne décrocheront pas. Et ce genre de croyances limitantes qui empêchent n'importe qui de pouvoir proposer un service. Donc, il faut faire un gros nettoyage mental avant de se lancer dans la prospection, Oui, voire c'est de sûr. croire soi-même. Ouais. Ça se sent tout de suite, quoi. Oui, parce que la vente, c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent compliqué, hein, Oui, de passer le pas, ne pas se sentir vendeur de tapis, entre guillemets, mais bon, plutôt avoir le mindset de se dire, ben, j'ai une solution pour mon client et en fait, mon but, c'est de lui rendre service. Après, c'est à lui ça. de juger si ce que je lui propose correspond à ce qu'il souhaite, mais Oui, tout à avant fait. tout, c'est rendre service, en fait, de Oui, vendre. oui, Oui. oui.
Alors, donc, dans la formation en B2B, j'imagine qu'avec le Covid, ça n'a pas été évident. Donc, comment est-ce que vous avez réussi à pivoter ou transformer votre activité pour rester, euh, relevant en fait sur le marché? C'est clair. En fait, d'abord, ça a été le choc, hein. Donc, en 15 jours de temps, ton planning sur les 3 4 mois suivants se retrouve à zéro. Donc, c'était Ouais. une grosse panique à bord du côté des clients et tout le monde a annulé. Et puis, je crois que voilà, on a tous adopté des nouveaux outils, on s'est familiarisé avec l'environnement et on s'est dit comment est-ce qu'on peut transposer une série de nos formations en digital avec des interactions où finalement, il y a une partie du body language qui est limitée et des Bah oui. connexions qu'on a, et donc on perd une partie de nos sens, et ça, c'est difficile pour un formateur. Et donc, on a testé. Et il y a des choses sur lesquelles on fonctionne toujours très bien, et donc des matières sur lesquelles on peut vraiment travailler, et même des choses que j'aurais jamais pensé possibles, qu'on a réussi à faire avec succès. Et donc, par exemple, je travaille avec des acteurs, où on fait vraiment des acteurs professionnels, on fait des mises en scène et on a des vrais dialogues, comme si la personne était en face d'un client. Et Mhm. le fait d'être en distance, eh bien, c'était plus profond parce que les gens pouvaient se trouver à deux face à l'écran, au lieu d'être dans une salle avec plein de gens autour de soi, où c'est plus intimidant. Et donc, l'exercice était même Ah oui. presque porteur parce qu'on pouvait le faire en digital. Par contre, on a essayé des ateliers où on fait des résolutions de problématiques dans des équipes où on travaille sur la libération de la parole, où on cherche Mhm. ensemble des co-créations de solutions et sur des problématiques plus pointues liées à la confiance, liées au dialogue, etc. Et ça, en digital, ça ne marche pas. Ça ne Mhm. marche pas parce que je n'ai pas l'ensemble du groupe qui se sent, qui est là collégialement dans une salle. Et on le fait maintenant, heureusement, de temps en temps encore en présentiel. Et là, ça marche. Et donc, c'est vraiment la limite du système, quoi. Donc, je crois qu'il y Ouais. a des choses qu'on va toujours pouvoir faire en digital, et tant mieux pour tout ce que ça nous apporte. Mais il y a des choses qui resteront en présentiel où on arrivera difficilement, où on va perdre en tout cas les tas de choses si on continue à vouloir le faire en digital. Mhm. Mhm. OK. Alors, je vais changer tout à fait de sujet parce que récemment, tu t'es lancé dans tout à fait autre chose, dans l'entrepreneuriat sur le web, en lançant donc une formation sur l'optimisme. Alors, l'optimisme, ça représente quoi pour toi? En fait, quelle est la définition que tu en as et en quoi c'est si important pour toi? Donc, pourquoi est-ce que tu as mis en place cette formation? Alors en fait, c'est venu d'un constat en juin l'année passée. Je faisais des formations à distance en B2B et je voyais le moral des troupes vraiment descendre très fort. Oui. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire quelque chose pour aider les gens, euh, mais à plus grande échelle. Et je me suis rappelé ce qui, moi, m'avait aidé dans ma vie, parce que bon, j'ai eu pas mal de difficultés d'ordre privé et j'ai dû m'accrocher plusieurs fois. Et je me suis dit, vraiment, ce qui m'a sauvée, c'est le fait de pouvoir avoir construit ce mindset dans lequel aujourd'hui je peux me faire confiance. Et donc, c'est assez proche de la confiance en soi, mais l'optimisme pour moi rajoute une couche qui est, je crois que c'est possible. Et si je mets les moyens à ma disposition pour y arriver, eh bien, il y a de fortes chances que je peux y arriver. Et donc, si j'arrive quelque part à, au travers d'un nettoyage personnel, me remettre dans des conditions nécessaires pour avoir un dialogue souverain, constructif et productif avec moi-même, je me mets dans les meilleures conditions pour pouvoir réussir ma vie, que ce soit professionnelle ou privée. Et ça, Mhm. pour moi, ça fait partie de l'optimisme. C'est arriver à se nourrir de ce dialogue, apprendre comment dialoguer avec soi-même. On n'a jamais appris. Apprendre à pouvoir ne pas être optimiste dans la béatitude qui n'a aucun intérêt, mais par contre avoir confiance. Confiance en soi, confiance dans le futur, confiance dans la vie au sens plus large. Mhm. Se dire que voilà, il y a toujours des choses qui seront en dehors de notre contrôle, mais si on arrive à se forger ce mindset de
je suis capable et la vie met autour de moi des choses qui, voilà, vont m'aider. Heu et pour ça, je dois travailler sur ce prisme où je, ne me réfugie pas dans la peur ou dans le stress, mais bien dans une énergie positive. Et comment est-ce que je fais pour limiter finalement ce stress et ce négativisme que je produis moi-même, soyons Mmh clairs, mh. pouvoir aller de l'autre côté de la balance et quelque part me donner un maximum de chances pour réussir. Et donc, je me suis dit, j'avais beaucoup travaillé sur cette matière pour moi. Et donc, j'avais suivi une formation à Berkeley, j'avais, voilà, beaucoup travaillé et je me suis dit: «Si je pouvais faire un résumé de toutes ces best practices que moi j'active, mais que j'ai appris sur base de mes lectures, des formations, des tas de choses que j'ai mis en place, ça ferait un condensé magnifique que je pourrais offrir aux gens en vidéo à distance, où ils seraient finalement libres de suivre à leur vitesse, de pouvoir, Mmh. revoir des vidéos, voilà, s'assurer qu'il y a un fil rouge, que les topics qui sont, mis fassent un ensemble logique et traitent à la fois moi, mon environnement, mon Mmh. travail et avoir une formation clé sur porte que je ne trouvais pas. Et donc je me suis dit: «Ben, allez, je vais la On y lancer, va, je vais la mettre en place, quoi». Oui, c'est ça. on y va et donc tu t'adresses, autant à des entrepreneurs parce que c'est vrai que l'optimisme, la confiance en soi, c'est voilà, c'est important quand on est entrepreneur parce qu'on est beaucoup face à soi-même, hein, encore plus qu'en tant que salarié. Oui, Mais ça s'adresse aussi à des personnes qui ont ce besoin à un niveau personnel, dans leur vie privée, je vais absolument. dire, hein? Oui. Moi, j'ai quelqu'un ici qui, elle m'a contactée hier. En fait, elle faisait partie une des entreprises où j'ai donné des formations et elle me dit: «Écoute, j'ai suivi 3 formations avec toi, j'aime beaucoup et donc quand j'ai vu que tu as sorti ça et Ah, que moi je suis, bah, plutôt tendance à avoir le verre à moitié rempli, à ruminer, à beaucoup stresser, me mettre une pression énorme et ben, je me suis dit que j'allais le tester». Et donc voilà, c'est chouette parce que, bah, j'ai l'impression d'aider quelqu'un en faisant ça. Et oui, donc, c'est ça. heu, c'est, voilà, pour moi, c'est plus grand que juste donner une formation sur une matière. Ici, c'est lié à l'envie de donner et l'envie de débloquer des choses chez des personnes et de se faire elle-même un beau cadeau de vie Mmh. qui est, Mmh. voilà, de travailler sur son optimisme, quoi. Donc un beau cadeau de Noël à offrir peut-être, Trop ou d'anniversaire ou peu importe, hein. Hem, donc bah, tu t'es lancée donc dans l'entrepreneuriat sur le web, ce qui est fort différent de ce que tu faisais Oui. avant en B2B, dans la formation. Quels sont les challenges pour toi que ça représente justement l'entrepreneuriat sur le web? Alors, il y a une partie technologique qui est pas sous-estimée, et donc là, moi, j'ai préféré, et avoir quelqu'un qui s'occupe de toute la mise en place du site internet, de la plateforme de e-learning, de ce genre de choses et de me former, avec cette personne pour pouvoir moi-même devenir autonome par la suite, mais de lui donner les clés en main pour démarrer. Donc ça, je savais. Au niveau contenu, étant formatrice, ça n'a pas été très compliqué de définir un contenu, des modules et tout ça, ça je savais déjà faire. Et puis après, il y a eu la peur de la caméra. Alors c'est très amusant parce que Mmh. je donne des conférences devant des centaines de personnes et j'ai jamais eu peur et parce que je me suis jamais vue. Et puis à un moment donné, en me filmant, les filtres sortaient: «Oh mon Dieu, tes cheveux, ton maquillage», et cetera et cetera. Et voilà. Et donc étant, parfois un peu perfectionniste sur les bords, j'arrivais pas, quoi. Et donc ça m'a pris quand même quelques semaines avec, des Mmh. essais et puis, avoir un regard plus gentil par rapport à moi et finalement me dire: «Beh, les gens se concentrent plus sur ton message que sur ton visage». Oui. Donc je me suis rappelé les grandes bases de ce que j'utilisais en conférence et puis ça s'est débloqué comme ça et maintenant donc j'ai appris ça, donc ça n'est plus compliqué, mais ça l'a été au début et je sais que c'est le cas pour beaucoup de gens qui se Oui. lancent sur le web. La partie la plus compliquée pour moi est de gérer les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, il y a Mmh. rien à faire, il faut une présence sur les réseaux sociaux et une présence, hem, très fréquente avec un contenu à haute valeur ajoutée si on veut vraiment que les gens soient fidélisés quelque part et aient envie de revenir chez toi. Et
Ben, ayant deux activités de front, c'est vrai que assurer cette présence sur les réseaux sociaux n'est pas évidente. Et je ne voulais pas non plus tomber dans le travers de rendre ma présence indispensable parce que c'est pas ça pour moi le contact, le vrai. Les médias sociaux ne sont qu'un moyen parmi les restes. Mais voilà, je me suis surprise à me faire une tendinite au pouce, figure-toi, Ah bon? simplement le nombre de fois que j'allais sur mon GSM pour aller checker que les postes fonctionnent, ne fonctionnent pas, etc. Et donc, et puis au bout d'un certain moment, j'ai compris que voilà, il faut oublier ce Ouais. genre de choses. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est, je trouve, la partie pour moi qui est la plus difficile. Et puis alors, la partie commerciale en tant que telle, ah ben, c'est vrai que là, à un moment donné, tu t'ouvres au grand, donc il faut vraiment que les gens aient envie de venir. Et puis là, il y a des techniques marketing à apprendre pour que les gens puissent venir. Mais il faut aussi que ça reste suffisamment humain que pour qu'il n'y ait pas le sens d'une manipulation derrière. Et Mm. donc, c'est là où se trouve aussi la juste mesure entre je ne suis pas une simple adresse email, voilà, j'ai envie d'avoir un vrai contact avec toi. Et donc, je crois que c'est important d'avoir des lives comme on est en train de faire maintenant. Oui. C'est important d'avoir des webinaires, c'est important de, voilà, de voir la personne derrière, finalement, l'outil marketing qui est mis en place pour entrer en contact. Ouais. Et quand tu parles d'outils marketing, tu fais allusion à quoi? À une newsletter, par exemple? Ou à un e-book que tu donnerais en C'est échange d'une ça, adresse email? Oui. c'est ça. Les gens maintenant ont bien compris que l'or, c'est le data, c'est l'adresse email aujourd'hui. Et Mm. donc, tu me donnes ton adresse email, quelque part, tu m'ouvres une porte chez toi. Et ça a tellement été utilisé dans n'importe quel sens Oui. que les gens en ont marre de donner leur adresse email et d'être bombardés d'emails insignifiants. Et donc, c'est comment faire la différence et comment, quelque part, convaincre quelqu'un qui aura une vraie valeur ajoutée et donc qu'il te laisse son adresse email en toute confiance. C'est finalement cette relation-là qu'il faut Oui, c'est établir, ça. quoi. C'est la relation de confiance et être intègre en fait avec la façon dont tu vas Oui, l'utiliser, les informations que tu vas fournir, qu'elles soient qualitatives ouais, et vraiment. ouais, que ça soit pas de la vente à tout prix, quoi. Mm. Je Et me suis inscrite à une... Voilà, oui, vas-y, pardon. vas-y. Non, je voulais juste dire, je me suis inscrite à une newsletter d'un grand formateur aux États-Unis et je vais me désinscrire simplement. Pourtant, la qualité de ces messages sont bons, mais ils sont noyés et je reçois 5-6 mails par semaine pour me vendre des trucs. Et là, je ne suis plus d'accord, quoi. Mm. Donc, voilà, le travers finalement de ce genre de mécanique, il peut aller beaucoup trop loin et on perd la confiance des gens et on arrive à l'opt-out où on dit, voilà, j'ai plus envie de t'entendre, quoi. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, tu as parlé de coworking tout à l'heure, enfin, dans le cadre du démarrage de ton activité de formation. Oui, Ici, tu as parlé de te faire aider pour créer le site Internet. oui, Donc, en fait, tu n'as pas hésité à investir, oui, même au tout début de tes activités, sans avoir forcément un revenu, entre guillemets, suffisant qui couvrirait ses coûts. oui. Voilà. Est-ce que c'est pour toi, est-ce que ça a été pour toi une bonne décision avec le recul? Est-ce que tu Oui. conseillerais à d'autres entrepreneurs qui se lancent de faire comme ça? Alors, je répète, et ça va être la ligne rouge, c'est minimisons les risques. Néanmoins, il y a des risques qui voilà, peuvent vraiment nous apporter beaucoup de choses. Quelque part, le fait de rejoindre un coworking, c'était me mettre aussi dans une ambiance de travail, de pouvoir échanger Mm. avec d'autres et de me fixer un horaire et de séparer ma vie privée de ma vie professionnelle. Et les indépendants qui démarrent, souvent, difficile à pouvoir faire cette frontière et donc finalement arrivent parfois à travailler nuit et jour, week-end compris. Mais c'est parce qu'il y a une désorganisation souvent qui est moins le cas quand on travaille en entreprise, même si certains travaillent encore le soir ou le week-end, mais ça c'est autre chose. Et donc le fait de se mettre comme ça dans une structure aide, je trouve, à trouver les bonnes limites et la bonne façon de pouvoir démarrer ces nouvelles habitudes d'entrepreneur. Ensuite,
J'ai pas pris 5 jours semaine, on peut moduler aussi les habits. Et puis, j'ai vu au niveau des finances, OK, maintenant je peux me permettre un peu plus. Et puis, en fait, le coworking, au bout du moment où j'ai commencé à avoir pas mal de missions, j'ai pu c'était plus nécessaire puisque j'étais de facto chez les clients. Et Oui, donc, après, avec mon associé, on s'est retrouvé plutôt un restaurant, un café, un endroit, voilà, louer une salle de réunion dans un hôtel. Et donc, ça a été qu'un passage. Donc, je pense que rien n'est définitif et que c'est ça qui fait peur. C'est qu'on se dit: «Je m'engage» et donc après, ben voilà, je suis liée pendant 1 an ou 2. Non, il faut trouver des formules flexibles, essayer par petits pas et puis voir, ce que ça donne et raisonnablement se dire: ben ça vaut le coup, quoi». Heu, un autre exemple ici pour, les formations en B2C, pour la formation sur l'optimisme, je me suis dit: «Beh, OK, je dois me filmer, je dois commencer à investir peut-être dans un ordinateur avec une meilleure caméra». Heu, voilà et encore une fois, je l'ai fait avant que les revenus ne soient là, me disant: «Eh bien, ça va me permettre d'avoir une meilleure qualité au niveau de mon produit que je veux et j'ai confiance que je pourrai le rentabiliser, quoi». Alors voilà, ça s'est fait, ça se met en place et je ne dis pas qu'à chaque fois on a raison. Il y a parfois des dépenses que j'ai faites qui n'étaient pas nécessaires, mais elles ont chaque fois été plus petites. Donc j'ai peut-être 5 ou 6 micros dans mon tiroir parce que je pensais qu'il fallait des micros professionnels pour pouvoir faire des enregistrements ouais, et donc ça n'a servi à rien. Mais par contre, le fait d'avoir cet ordinateur maintenant, bah, me permet d'avoir des conversations de qualité. Donc voilà, oui, on fait des erreurs, mais moi je dis toujours, ça c'est plutôt des petites erreurs. Mais c'est surtout se dire, voilà, on ne s'engage pas pour le long terme. Si ça ne marche pas, je peux toujours arrêter. Mais quel est finalement le microcosme que j'ai besoin au minima pour démarrer? Et si c'est la solitude qui est un problème pour moi, le coworking ou le fait d'avoir des duos avec d'autres entrepreneurs et de s'entendre régulièrement peut être une bonne solution. Si c'est au niveau plus du matériel, de quoi est-ce que j'ai besoin à minima pour bien fonctionner? Voilà, je crois qu'il y a comme ça une série de choses qu'on peut ouais, deviner par soi-même. Et on ne le sait pas au départ, hein, c'est très clair. C'est au fur et à mesure qu'on se lance que ça vient, quoi. ouais, ouais. Donc, investir, mais tout en étant bien clair sur pourquoi est-ce qu'on veut investir, qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce que ça va nous apporter. Et du coup, bah, se donner aussi la possibilité d'ajuster quand et si c'est nécessaire. Mm. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, parce que tu parlais du site internet, j'imagine que enfin, une des raisons pour laquelle tu as investi, c'était parce que bah, voilà, créer un site internet, par exemple, aujourd'hui, bon, bah, c'est pas très très compliqué. Il y a des outils qui simplifient énormément la tâche, mais ça reste chronophage, ça reste quelque chose qui n'est pas forcément ta compétence principale ou ta zone de génie, comme on dit. Donc c'est aussi déléguer des compétences qui ne sont pas en fait celles où tu apportes une valeur que personne d'autre peut apporter à ta place. Exactement. Et ça, à un moment donné, allez, je vais prendre un autre exemple, parce que si tu as internet, OK, il faut quand même avoir un petit budget pour démarrer. Mais si on a ce Mm. budget, je pense que ça vaut la peine, en effet, si on peut se le permettre, de vraiment se dire: «Ben ça, je délègue et je me concentre sur autre chose». Maintenant, ne négligeons pas le fait que si tu le fais toi-même, beh, puisqu'on est dans un monde agile et que tout change, eh bien, tu garderas la main aussi sur les ajustements que tu veux faire. Donc ça peut aussi avoir du sens dans ce sens-là. Maintenant, je prends un autre exemple. On donne des supports quand on donne des formations, chez les clients, des petites fiches qu'on a créées, des fiches outils. Et donc, ils ont une petite boîte à outils qu'ils reçoivent physiquement quand on donne des formations. Au départ, j'imprimais ça sur ma belle imprimante ici à côté de moi. Heu ça me prenait un temps fou. Le nombre d'impressions à faire, je me suis dit: «Écoute, va trouver un imprimeur, un centre de copy center, ça va te coûter un peu plus cher, mais au moins tu vas libérer du temps pour faire autre chose qui a plus de sens pour toi». Et donc ça, typiquement, voilà, c'est un des premiers trucs que j'ai, sous-traité en me disant: «Ça part», quoi. Mm. Mm. D'accord. Donc,
Tu as deux casquettes, hein, deux activités qui sont quand même fort différentes, même si elles sont liées quand même par l'aspect faire grandir les gens, communiquer, former, etc. Mais Oui. donc, c'est quand même deux activités différentes, avec deux cibles différentes, probablement deux façons de communiquer différentes. Comment est-ce que tu arrives en fait à gérer les deux en parallèle sans te, sans t'emmêler les pinceaux ou enfin, avec une frontière claire entre les deux? En fait, le pire, c'est que j'en ai une troisième depuis qu'on s'est parlé. Ah, d'accord. C'est Ok. prêt, c'est tout prêt. En fait, c'est une mission de consultance ici plutôt. C'est de nouveau en B2B. Eh bien, en fait, c'est très amusant, c'est que le travail que j'ai fait en B2C, donc avec cette formation en ligne, me permet maintenant d'avoir des compétences que je peux proposer pour cette mission de consultance qui est plutôt en B2B. Et donc, c'est un peu ça, comme ça que je fonctionne souvent, c'est à l'instinct, et de me dire qu'est-ce qui me fait plaisir ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre. Et la vie fait que souvent, ce qu'on a appris avant nous aide par la suite, mais on ne le sait pas tout de suite. Et donc, le fait d'avoir fait ces caméras, ces vidéos, etc., eh bien, dans cette mission de consultance, on va me demander à un moment donné des enregistrements. Eh bien, si je ne l'avais pas fait il y a quelques mois, j'aurais dit non. J'aurais Ouais. dit, ça, je ne peux pas faire, ça, je ne sais pas faire, j'ai trop peur. Je n'aurais pas dit que j'avais peur, mais c'est ça qui serait sorti. Et donc parfois, c'est amusant de voir que les choses qu'on met en route amènent à un puzzle qu'on ne trouve pas dès le départ et qu'on ne connaît pas dès le départ, mais qui va se mettre en place. Maintenant, pour répondre à ta question plus directement, c'est vrai que ça, c'est le challenge. C'est de pouvoir me dire, au début, je commençais par Wasabi et puis je continuais sur l'optimisme. Et puis, je repartais sur du Wasabi. Ça pouvait être une journée comme ça. Maintenant, je stoppe. En fait, je consacre des morceaux dans mon agenda et je travaille par demi-journée. Alors, en formation, forcément, c'est toute une journée, mais autrement, je bloque des demi-journées par thématique parce qu'autrement, c'est trop difficile de switcher d'un environnement à un autre parce que, comme tu dis très bien, la manière dont on communique avec du B2C ou avec du B2B n'est pas du tout la même chose, quoi. Mm, mm. Et justement, à ce sujet-là, par curiosité, est-ce que tu utilises différents réseaux sociaux en fonction de ta cible et enfin, de si tu communiques pour ton business de B2B ou pour ta formation en B2C? Est-ce que tu es positionné sur des réseaux différents? Oui, donc en fait, j'ai testé d'abord donc pour ma B2B et uniquement entreprise, j'utilise que LinkedIn. Ok. Je ne vais jamais utiliser d'autres réseaux sociaux. Ça reste dans la sphère business et LinkedIn est pour moi ce qu'il y a de mieux Mm. pour ça. Et mon réseau se trouve là aussi. Par contre, pour ce qui a été de l'optimisme, c'est très paradoxal parce que quand tu parles d'optimisme, en fait, qui va aller dire sur LinkedIn que ça l'intéresse? Il va y avoir à un moment donné toujours cette crainte du regard de l'autre et d'être mal pris. Si je clique et que j'aime ton post sur l'optimisme et ta formation et que je dis oui, j'ai envie, eh bien, en fait, je risque de dire aux autres qu'en fait, je suis pessimiste. Et donc, les gens ont Ah oui, vu ça. tu vois, je savais pas, ça m'était pas passé par l'esprit. Ah ben moi, pas du tout non plus au début. Et puis, à force d'avoir mis quelques posts sur LinkedIn, je me suis rendu compte que les retours que j'avais, mais Valérie, je suis très optimiste, tout va bien. Et donc, je me suis dit, OK, pour moi, rien n'est bipolaire. On n'est pas dans le blanc ou dans le noir. Tout le monde est au milieu. Et donc, la réflexion est comment, quand je suis au milieu, je peux encore faire mieux. Bien C'est sûr. ça le message, voilà. Et donc, j'ai décidé de laisser tomber LinkedIn et je travaille essentiellement avec Facebook, en fait, D'accord. pour la partie B2C. Ok. Ah oui, non, ça, c'est un biais que je n'aurais pas, voilà, auquel je n'avais pas pensé. Alors, donc, tu équilibres ton emploi du temps voilà, en essayant de garder des plages pour une activité, pour l'autre. Enfin, quand on a préparé, quand on s'est entretenu il y a quelques semaines, tu m'as dit une expression, small is beautiful. Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. J'aimerais bien que tu expliques un petit peu voilà, ce que tu veux dire par là et comment est-ce que tu mets ça en pratique en fait dans ta vie personnelle ou professionnelle. Oui, c'est devenu presque une philosophie de vie, en fait. Je me suis dit, je préfère
et ça c'est l'expérience du burn-out, me garder des plages horaires pour ma fille, pour être à côté d'elle, pour son apprentissage, l'aider avec l'école, et des plages horaires pour moi, pour me ressourcer, parce que je sais que j'en ai besoin. Quand tu donnes une formation et que tu donnes tout, eh bien, au bout d'une journée, il te faut au minimum une demi-journée de récupération. C'est comme ça. Et donc, j'ai appris ça avec le temps et à jongler avec cet agenda en me laissant des plages vides et des plages qui sont remplies par des activités pour moi, pour me faire du bien, je nage, bon, d'autres activités, et des plages pour pouvoir aider ma fille quand c'est des périodes où elle a besoin de mon aide. Et donc, si j'ai assez pour vivre de façon confortable, euh, je ne cherche pas plus. Et Mm. pourquoi? Parce que je sais que plus, ça veut dire plus d'ennuis, plus de soucis. Et je crois qu'il y a un niveau que chacun a trouvé pour lui, dans lequel c'est le bon niveau. Mm. Et plus on monte dans une organisation, plus on sait d'après les études que les gens ont un niveau de bien-être qui diminue. Plus on sait qu'on gagne de l'argent, plus on sait aussi, paradoxalement, que le niveau de bien-être diminue. Et donc, il faut avoir bien sûr ces niveaux suffisants et voire même confortables pour ses envies et ce dont on a besoin. Mais une fois qu'on l'a trouvé, en fait, c'est pouvoir à un moment donné se mettre ses limites soi-même et se dire, Mm. ça, je pense que ça suffit et ça me suffit. Parfois, il y aura un peu plus, parfois, il y aura un peu moins, mais je peux rester dans cette zone-là, c'est OK pour moi. Et ça veut dire définir un nombre d'heures, définir un revenu et pouvoir se dire, OK, là-dedans, je me sens confortable. À un moment donné de Wasabi, on m'a proposé d'agrandir, de commencer à engager un employé. Et j'ai dit non. Je dis, moi, je ne rentre pas là-dedans. Je veux garder mon indépendance, je veux garder cette liberté qui m'est tellement chère et qui a fait que j'aime tellement mon métier aussi. Et donc, de pouvoir être maître de mon agenda et d'avoir cette liberté de choix par rapport à ce que je fais. Donc, je crois que c'est, voilà, small is beautiful, c'est-à-dire restons artisans dans notre métier. Bah, après, ce n'est pas philosophie, hein. Il y a d'autres gens qui disent une croissance et c'est très bien. Mais ma philosophie, c'est restons artisans dans ce qu'on est pour offrir un service de qualité et en même temps se laisser suffisamment de temps pour profiter de la vie en fait, Ouais, et ouais, d'avoir un équilibre qu'on a, quoi. ouais. Et j'ai Oui, cherché très longtemps. oui, et ça peut aussi changer en fonction de la période de la vie dans laquelle on se trouve. Si on est voilà, dans la trentaine Oui, ou tout à plus, hein, fait. si on a des enfants, pas d'enfants, voilà, si on a un conjoint, pas de conjoint. Enfin, voilà, chacun, c'est vrai, à sa propre situation. Mais donc, ce que je retiens, ce qui est important, c'est vraiment d'être clair sur ses objectifs, sa vision pour soi-même, hein, pour sa vie personnelle, et donc de s'organiser autour de ça en conscience, disons, en mettant les limites Oui. qui te rendent service, en fait. Ouais. Les limites, exactement, qui me rendent service et qui me permettent de pouvoir continuer à apprendre, à Ouais. m'épanouir, à grandir. Et ça ne doit pas être qu'intellectuellement, ça peut aussi être socialement, ça peut être aussi avec mon environnement familial, comme avec Mm. des amis, comme avec la société au sens large, quoi. Alors, quelles sont tes perspectives aujourd'hui? Alors, tu peux choisir soit en B2B, en B2C. Donc, tu nous as parlé de cette nouvelle mission de consultante. Donc, ça, c'est probablement une des chouettes perspectives. Mais voilà, comment est-ce Oui. que tu vois les choses évoluer? Pas à pas. Et donc, en fait, je sais que j'ai des cordes sur lesquelles je peux jouer aujourd'hui qui sont polyvalentes. Il m'a fallu du temps pour pouvoir dire ça, hein, Mm. mais pouvoir me dire, OK, aujourd'hui, je peux faire des conférences, je peux donner des formations online, je peux donner des formations en présentiel et je peux faire des programmes pour le B2C. En fait, je prends les choses quand elles arrivent aussi, tu vois. J'essaye de ne pas trop être dans le contrôle ou dans la planification et donc de me dire, bah, ici, cette mission-ci, elle me met en joie, donc ça veut dire c'est bon. Si je sens de la joie et que j'ai vraiment envie de m'y mettre, c'est qu'elle est bonne pour moi. Et donc, je vais la prioriser. Ça veut dire que peut-être je mets quelque chose un peu plus en stand-by dans une autre activité. Mm. Mais les portes restent ouvertes et après, la clé, c'est la gestion de l'agenda. C'est vraiment ça qui a été difficile au départ, c'est que je ne prenais jamais assez
de laps de temps entre, et donc je pouvais me retrouver de nouveau dans des situations où j'étais fort fatiguée. Et maintenant, c'est vraiment ça. Et je dois toujours faire attention. C'est vraiment gérer l'agenda. Ça, c'est le principal. Mm. Maintenant, changer de casquette, ça m'amuse et c'est ma manière de fonctionner. Je ne peux pas rester à faire une seule chose. Et donc, ça ne me pose pas de problème. Mais ça va être la gestion de l'agenda qui sera plutôt le challenge. Alors, où j'aimerais aller, j'aimerais bien, ben, porter ce message de l'optimisme le plus loin possible. Voilà, ça, c'est mon petit... voilà, c'est vraiment rendre ça le plus accessible possible à le plus grand monde. C'est important pour moi en termes de valeur, si tu veux, et de mission Mm. que je me suis donnée pour cette année et l'année prochaine. Euh, et après, voilà, tant que j'apprends, tant que je m'amuse, c'est bon, quoi. C'est clair. Et au niveau privé, je voudrais repartir voyager comme tout le monde. Ça manque trop. Ah oui, je crois que là, Ça manque trop. il y a C'est pas beaucoup de- beaucoup de personnes qui te rejoignent là-dessus, je crois. Vraiment. Et de quoi es-tu, quand tu regardes ton parcours, 7 ans d'entrepreneuriat, de quoi es-tu la plus fière, hein? Euh, Ou qu'est-ce aïe, qui t'a nourri le plus, hein? C'est... ouais, ouais. Fière, je crois que c'est plutôt de me dire, ah ben on a quand même donné des formations pour la Banque européenne au Luxembourg. Donc on a quand même, voilà, on a réussi tout petit qu'on est à rentrer dans des institutions, dans des sociétés qui ont pignon sur rue, que ce soit des banques privées d'affaires, que ce soit des groupes une grande aciérie, enfin bon, des industries très différentes. Donc ça, c'est génial parce que cette variété de missions et de types d'environnement, je trouve ça chouette. Et des si belles références. Donc, quand j'ai démarré Wasabi, je me suis dit, on va targeter les PME. Et en fait, on travaille essentiellement avec des grosses boîtes. Donc, c'est très comique. Mm. Euh, et voilà, donc ça me rend fière. Ça, je suis chouette et je me dis, allez, on a des logos, on a des références, c'est sympa. Euh, Là où je trouve des formations, et en fait, ce qu'on a trouvé, c'est que chaque formation est différente parce qu'on n'a pas de catalogue. Donc, en fait, on Mm. crée des formations en fonction des besoins de l'entreprise. Et même si ce sont des thématiques qui se ressemblent, chaque groupe est différent. Et comme on travaille avec l'intelligence collective du groupe, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et donc, c'est ça qui est toujours chouette. C'est que j'ai autant de plaisir à voir les gens, à les rencontrer, créer du lien, qui m'accordent leur confiance et que je puisse les aider quelque part à semer, si pas des solutions, peut-être des questions qui sont tout aussi valables, et voir qu'il y a certaines personnes, que tu n'as jamais tout le groupe, mais certaines personnes qui réagissent et qui viennent me voir parfois après en disant, Valérie, ça, je m'en souviens et ça m'a aidé, quoi. Et là, je Mm. me dis, allez, Mm. ça, c'est vraiment, je sais pourquoi je fais ce métier, quoi. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres conseils que tu donnerais à des entrepreneurs qui se lancent? On a parlé d'investir voilà, avec conscience au début. On a parlé d'impliquer son entourage. On a parlé de bien gérer ses limites. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu trouves importantes que tu souhaiterais partager? Euh, c'est apprendre à tenir sur la longueur. Mm. Parce qu'en fait, quand on est dans l'entrepreneuriat, comme dans toute transformation ou changement, il y a la phase où on est vraiment dans la phase pure créative, tout est possible, et on est vraiment au sommet finalement de son rêve. Même si on est dans les balbutiements, on est en tout cas dedans et dans l'énergie très très positive et très bonne, je crois. Et puis arrivent les premiers freins, les premiers blocages, les premières déceptions. Et donc, c'est en fait garder ce mindset de croissance en se disant, ben, tout ce que je traverse, ça va me servir, mais je ne sais pas quand, mais ça va me servir. Et c'est pouvoir garder le courage dans la longueur, apprendre à s'automotiver et de pouvoir voir les échecs comme des apprentissages, mais pas dans les mots, mais dans la réalité. Et donc, Mm. ça, et ça demande un apprentissage qui est individuel. Chacun a ses propres limites. Et donc, c'est se faire confiance en se disant que si le projet est bon, il va marcher. Mais on ne sait juste pas quand. Et c'est un peu ça le problème, c'est que, euh, voilà, il faut se donner quand même une limite. Et moi, je dis, si un projet ne décolle pas dans les 2, 3 ans de sa création, c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas.
Il doit pouvoir être lancé et atteindre un certain niveau de croisière dans les 2-3 ans de sa création. Si ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est très bien de s'en rendre compte. Deuxième chose, la première itération n'est jamais la bonne, hein. Donc, c'est très clair que les premières formations que j'ai données il y a 7 ans et celles que je donne aujourd'hui n'ont rien à voir. C'est en fait l'apprentissage qui fait qu'on améliore, on a les feedbacks, on continue, etc. Mais c'est vraiment ne pas perdre courage, en fait. C'est ça. Et être lucide pour pas non plus voilà, se ruiner mentalement et moralement et pouvoir se mettre des limites. Donc, il faut quand même se donner un certain cadre pour pas non plus aller se jeter dans la gueule du loup et après, voilà, ne plus savoir remonter. Donc, il faut quand même se mettre toujours des limites. Ouais, ouais. Et on en revient donc à la confiance et à l'optimisme, hein, comme Je de crois, vraiment. croire en son projet Oui, et de, voilà, de persévérer parce que, et puis de pivoter si nécessaire, parce que comme tu oui. dis, quand on démarre, finalement, ce qu'on avait imaginé au début et la réalité 3 ans ou 5 ans après est complètement différente. Souvent. Et c'est OK en fait. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, Cette souplesse, mais c'est pas, voilà, pas toujours ouais. évident. Non, non, pas toujours évident, c'est sûr. Ok, mais j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose pour conclure? Je voulais te Éventuellement. remercier. Je voulais te Ah, de remercier. rien. C'est moi qui te remercie. C'est très chouette. C'est voilà, c'est toujours très gai de partager et d'avoir ce genre de conversation parce que je crois que c'est voilà, c'est de ça dont on a besoin. C'est des échanges de bonnes pratiques. Et moi, je serais ravie d'écouter les autres et de pouvoir aussi apprendre des autres discussions que tu auras. Parce que voilà, je crois que ton projet a beaucoup de sens et mérite d'exister. Donc voilà, je suis ravie que tu m'aies demandé de pouvoir y contribuer et je suis honorée, je suis très contente. Ah bah, écoute, moi je suis flattée, c'est super gentil. Je t'avais pas soufflé, hein, donc ça vient Oh du là cœur. là. Non, non, c'est vraiment gentil et ben, moi je crois bien sûr en mon projet. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet? Dis-nous un petit Alors, peu. pour la partie grand public sur l'optimisme, mon site internet, c'est www.valeriegodin.com et Godin, c'est Godin en un mot, donc valeriegodin.com. Sur Facebook, c'est Valérie Godin Formation et sur LinkedIn, c'est Valérie Godin tout court. Donc voilà, ça, ce sont Ok, les 3 endroits où on peut me trouver facilement. ok, bah, je mettrai ça en commentaire et dans les notes sur le site et sur le podcast parce qu'il va paraître en audio et en vidéo du coup, hein, Génial, génial. cet entretien. Ok, bah écoute, Euh, merci beaucoup pour cet échange. Valérie, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était vraiment très intéressant. Avec grand plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt.